Nous sommes en été 1980. Plus de 50 pays boycottent les Jeux Olympiques de Moscou, le monde entier apprend que Dark Vador est en fait le père de Luke, mais pour un chercheur anglais en visite en Allemagne de l'Est, c'est le dernier des problèmes. Ce chercheur s'appelle Anthony Kemp. J'ai cherché une photo de lui sur internet pendant 5 minutes et je n'en ai pas trouvé, du coup il aura la tête de Antoine de la chaîne d'Écran Large parce qu'ils ont le même prénom. Anthony est intervenant au 8e séminaire international sur la recherche en éducation musicale. Et il est sur le point de se faire allumer par la moitié de la salle pour ce qu'il vient de déclarer. Le groupe des musiciens sur lequel j'ai mené mes recherches était considérablement plus sensible et plus intelligent que les non-musiciens. Ce n'était pas le cas des joueurs de cuivre. La vérité, c'est qu'Anthony n'en est pas à son coup d'essai. Ça fait déjà 10 ans qu'il dédie sa vie à l'étude des musiciens. Mais si d'habitude il se concentre sur leur éducation, leur personnalité et leur pratique, il a aussi dédié une partie de sa recherche à juste démolir l'ego de tous les instrumentistes possibles et imaginables. Les flûtistes sont en général timides et seuls, les joueurs de hautbois anxieux et complexés, et les guitaristes sont psychotiques. Je suis obligé de nous faire prendre un petit peu de recul là-dessus. Les études qu'il mentionne ont entre 30 et 50 ans aujourd'hui, elles sont souvent menées sur des échantillons qui sont assez réduits et assez spécifiques, et surtout en s'intéressant à cette partie du travail de Kemp, on se rend compte que son sujet c'est autant les musiciens que les préjugés qu'ils ont les uns envers les autres. Cependant, l'idée que l'instrument d'un musicien est lié à sa personnalité, elle est quand même très répandue, et le fait est que les musiciens sont en plus souvent d'accord sur quels instrumentistes ont quel trait de caractère. C'est un instrument de gens humbles, je trouve, la batterie. Pas des gens chiants, les batteurs. Très d'accord avec ça. Humble, et des gros bras en général. Des gros bras aussi. Ouais. Musclés. Et ça se respecte. Et tatouages. Tu peux mettre humble et musclé. En sachant ça, de mon côté, je me suis demandé s'il y avait des études plus récentes en psychologie qui utilisaient nos méthodes actuelles pour analyser ces différences entre musiciens. Par exemple, je suis tombé sur cette étude de 2021 avec plus de 4000 participants. Et il y a des différences. Bon, rien d'aussi extrême que les joueurs de trompette sont tous alcooliques, mais on trouve quand même que les chanteurs sont en moyenne plus extravertis que les autres musiciens, les joueurs de guitare plus introvertis et les percussionnistes beaucoup moins consciencieux que le reste. Ce genre de découverte, c'est un peu la raison pour laquelle je fais ce documentaire. La psychologie et la musique ont une place hyper importante dans nos vies. La psychologie car elle nous permet de nous comprendre et de comprendre les autres, et la musique, pas parce que la musique c'est trop bien. Cette place, ça veut dire qu'il y a plein de questions scientifiques hyper intéressantes, genre c'est quoi le talent en musique, comment notre personnalité influence nos goûts musicaux, pourquoi la musique nous touche autant, sur lesquelles on a déjà tous nos propres idées un peu instinctives. Le but de cette vidéo, c'est de faire le lien entre ces intuitions et la science. J'ai trouvé quelques questions que je trouve intéressantes, à l'intersection entre la psychologie et la musique, et je suis allé voir ce que la recherche scientifique avait à dire dessus. Ce documentaire, c'est ni un travail académique, ni une réponse définitive à ces questions. Juste moi qui vous montre des trucs que j'ai trouvés et que je trouve géniaux, en espérant que vous en sortirez aussi passionné que moi par le sujet. Ou même juste un petit peu passionné, ça me va très bien. Donc asseyez-vous confortablement, on a pas mal de choses à voir. Tout d'abord, on va parler d'émotion, parce que cette question est un peu à la base de toutes les autres. Si on aime autant écouter de la musique, en faire et même en parler, c'est que la musique nous affecte, et comprendre les raisons de ce pouvoir émotionnel, c'est ouvrir la porte à plein de questions et de champs de recherche. Maintenant, pour comprendre tout ça, on est un peu obligé de revenir aux éléments les plus instinctifs de la création d'émotions en musique. Trouver des règles ou des schémas qui font que certains types de sons ou de mélodies provoquent très souvent les mêmes émotions. Parce qu'à partir du moment où on trouve des schémas, on peut les étudier et donc comprendre comment ils marchent. L'avantage, c'est que les musiciens ont déjà certains de ces motifs, des manières d'évoquer certaines sensations ou émotions, quel que soit l'instrument ou le genre. C'est pas du tout des règles absolues, mais c'est au moins des directions qui marchent souvent. Typiquement, on dit que les accords majeurs ont tendance à faire joyeux et que les accords mineurs ont tendance à faire triste. Est-ce que c'est tout le temps vrai? Pas du tout, mais ça l'est assez souvent pour qu'on se demande pourquoi. Dans cette catégorie de schémas qui marchent souvent, les sons très graves et très forts sont souvent intimidants, et on trouve les sons aigus plus facilement mignons ou inoffensifs. On a donc notre première question. Est-ce qu'il y a un truc dans notre cerveau qui fait que certains morceaux ou mélodies provoquent certaines émotions? Et comment ça marche? Avec une question aussi abstraite que pourquoi on ressent des trucs quand on écoute de la musique,
Vous vous doutez bien que la science n'a pas juste une seule réponse claire et définie qui permettrait de fermer le dossier. Ça ressemble plus à ça. Un océan de questions et de concepts qui mêle entre autres la théorie musicale, la psychologie ou la neuroscience. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment le choix, on va devoir prendre un bateau et naviguer un peu. Notre atout, c'est que l'océan n'est pas complètement vide. Parfois, certaines idées sortent un peu des vagues, les scientifiques les explorent, font des études et construisent tellement de connaissances dessus que ça ouvre la voie à plein de nouvelles explorations. Et lorsque de nouvelles équipes de recherche veulent répondre à une question, elles peuvent partir d'un peu plus loin que les précédentes. Et c'est pour ça qu'on part en voyage. Le but c'est pas de complètement répondre à la question, j'aimerais bien mais c'est pas possible. Le but c'est de naviguer d'une île à l'autre, d'apprendre des trucs et d'avancer. Et ça tombe bien parce qu'on approche de notre première île. Elle a été découverte par ce mec, Hermann von Helmholtz, au 19e siècle, mais la plupart des constructions dessus sont beaucoup plus récentes. Cette île, c'est une idée fondatrice dans le domaine de l'émotion en musique. L'idée que sur le plan émotionnel, notre cerveau traite la musique un peu comme il traite la voix humaine. Et que donc certaines caractéristiques sonores musicales, auxquelles on associe des émotions, comme la peur, la tristesse ou la joie, sont le miroir ou le cousin éloigné des intonations vocales de ces émotions. En gros, notre cerveau aurait une espèce de carte de différentes manières de parler qui communiquent différentes intentions, peut-être même des trucs qui datent d'avant le développement des langues dans notre évolution. Et la musique emprunterait les mêmes chemins pour créer ces mêmes émotions. Typiquement, l'association entre un rythme rapide et des notes aiguës serait associée à l'activité, à la joie et à l'excitation, à la fois dans la musique et dans la voix. Notre cerveau traite les deux de la même façon, paf, émotion. C'est une hypothèse assez signifiante, donc il va falloir réunir pas mal d'éléments avant de la valider. Et pour ça, on va se pencher sur une étude assez importante dans ce domaine, qui est déjà bien plus récente que le 19e siècle. L'expression de l'émotion dans la voix et la musique de Klaus Scherer. Déjà, pour valider cette histoire d'émotion dans la voix et la musique, il faut prouver qu'on est effectivement capable d'identifier les émotions dans la voix. Et pour ça, a priori, on n'est pas trop mauvais. Des études menées par plusieurs autres chercheurs, et Scherer lui-même, nous disent que lorsqu'il faut identifier la bonne émotion parmi 8 possibilités dans la voix humaine, on est globalement 4 à 5 fois meilleur que la chance, et particulièrement bon pour la colère et la tristesse. Ensuite, il faut prouver que ces émotions, qu'on identifie si bien dans la voix, sont effectivement liées à des caractéristiques sonores mesurables. Des trucs genre le tempo ou la hauteur de note. Pour celle-là, je vais moins rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus long, retenez juste que globalement on a effectivement trouvé ce genre d'association entre émotions et caractéristiques sonores, mais que certaines sont plus fiables que d'autres, et qu'aucun de ces aspects ne suffit à lui tout seul pour désigner une émotion précise, il en faut souvent plusieurs. Typiquement, la tristesse dans la voix humaine serait caractérisée par une hauteur de note plus faible, moins d'amplitude, moins de volume et une mélodie descendante. Enfin, troisième étape, faire le lien. En gros, prouver que ces éléments sonores qu'on retrouve dans la voix sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans la musique, pour des émotions similaires. Et pour ça, on a une étude qui date de 2001, de Gabrielson et Lindström, où ils font justement une liste de plein de caractéristiques musicales et des émotions que ça suscite, en compilant des dizaines d'études antérieures. Un peu comme ce dont je parlais plus tôt avec les sons graves ou les sons aigus. Et si on essaye de retrouver la tristesse, cette fois-ci dans les mélodies musicales, on a entre autres ces éléments. Hauteur de note plus faible, moins d'amplitude, moins de volume, des mélodies descendantes. Donc je résume, on sait qu'on est capable d'identifier des émotions dans la voix, on sait que ces émotions sont liées à des schémas mélodiques, et on sait que ces mêmes schémas mélodiques se retrouvent dans la musique. Ça commence à faire pas mal. Mais vous savez quoi, c'est pas encore ma partie préférée. Le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure pour parler de l'émotion dans la musique, c'est les accords majeurs qui sonnent souvent joyeux et les accords mineurs qui sonnent souvent tristes. Bon là ça commence à être très spécifique en théorie musicale, donc ce serait assez improbable qu'on retrouve ça dans la voix. Pas vrai ? Pour les gens qui n'ont pas fait beaucoup de solfège, et j'en fais partie, on va vite fait récapituler ce que c'est qu'un accord majeur et mineur. Vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. La plupart des accords auxquels on est exposé sont constitués de 3 notes. La fondamentale, c'est celle qui donne son nom à l'accord, genre là c'est un Do. Ensuite, la tierce et la quinte, qui sont la 3e et la 5e note de la gamme. Si on joue en gamme de Do majeur, ce qui est un moyen très compliqué de dire qu'on n'utilise que les touches blanches du piano, notre accord de Do, c'est ça. Do, Mi et Sol. Fondamentale, tierce, quinte. C'est un accord de Do majeur. Un accord mineur, c'est presque pareil, sauf que la tierce, donc la note du milieu, au lieu d'être 4 demi-tons, 4 touches au-dessus de la fondamentale, elle est 3 demi-tons au-dessus. Donc ça donne cet accord, qui pour la plupart des gens sonne plus triste. Je vous la refais. Tierce majeure, tierce mineure, joyeux, triste, triste.
D'ailleurs, maintenant que vous avez le contexte musical, je peux même enlever la quinte et ça marche toujours. Maintenant, puisque la seule différence entre un accord majeur et mineur c'est la tierce, ce serait logique que la tristesse de l'accord mineur vienne de là, de l'intervalle de 3 demi-tons entre la fondamentale et la tierce. Et justement, en 2010, 2 chercheurs de l'université de Tufts dans le Massachusetts, c'est imprononçable ce truc, ont demandé à des actrices de dire certaines phrases avec différentes émotions, dont la tristesse. Ils ont ensuite mesuré les intervalles de notes les plus courants dans la prononciation de ces phrases. Ils ont identifié le mouvement de notes qui caractérisait la phrase et l'ont noté sur une sorte de frise. En gros, si une actrice terminait sa phrase 5 demi-tons au-dessus de la note initiale, on marquait un point ici. Pour certaines émotions, genre la joie, ça n'a pas donné grand-chose, il n'y avait pas vraiment d'intervalle préféré. Pour la colère, on trouvait déjà quelques intervalles plus utilisés que d'autres à 1 demi-ton et 7 demi-tons au-dessus de la note initiale. Et pour la tristesse alors ? Déjà, comme on l'a vu, la tristesse se caractérise souvent par une mélodie descendante et un faible écart de notes. Donc on s'attendrait à trouver des intervalles dans cette partie-là de la frise. Non seulement c'était complètement le cas, mais en plus il y a un pic très clair, exactement 3 demi-tons en dessous de la note originale. Le même écart qu'entre une fondamentale et une tierce mineure. Et là, notre histoire commence vraiment à tenir la route. On sait que le fait d'être exposé à certaines émotions nous rend susceptibles de les ressentir et de les manifester nous-mêmes, c'est de la contagion émotionnelle. On sait aussi que ce mécanisme concerne aussi la vocalisation et les émotions exprimées uniquement par la voix. Donc la théorie de pourquoi on ressent des émotions en musique tiendrait en fait en quelques lignes. On écoute de la musique, notre cerveau identifie des schémas mélodiques qui correspondent à des schémas typiques du langage, associe ces schémas à des émotions, justement comme si c'était du langage, et le fait d'être exposé à ces émotions, en retour les provoque chez nous. Bah voilà, on a fait le tour. On a résolu la question là, non ? Vous savez quoi, je vais me prendre une bière. Non. Le problème, quand on explore notre île assez longtemps, c'est qu'on finit par tomber sur des trucs qu'on a un peu de mal à expliquer. C'est pas forcément une mauvaise chose, juste un signe qu'il reste encore plein de choses à découvrir et qu'on va pas pouvoir s'arrêter ici pour toujours. En fait, il y a quelques trucs qui marchent pas dans notre histoire, peut-être que certains d'entre vous les ont déjà vus, dans tous les cas il y en a 2 que je trouve particulièrement importants. Le premier est tout simple. Si on ressent des émotions dans la musique, juste parce que notre cerveau prend ça pour de la voix. Pourquoi on n'écoute pas juste de la voix ? Enfin, je veux dire, à la base si on écoute de la musique c'est pour ressentir des choses, et si les seules choses que la musique était capable d'exprimer, c'était des trucs que la voix exprime déjà, on n'aurait pas eu besoin de se casser le crâne, inventer le piano ou la flûte contrebasse. Juste, on écouterait des gens déclamer des paroles avec beaucoup d'émotion, ou même pas des paroles en fait, enfin juste des sons avec beaucoup d'émotion. Alors pourquoi la musique ? Mais avant même que vous me donniez 15 raisons pour lesquelles la musique c'est trop bien, et je suis d'accord, on va parler de la deuxième question. Je l'aime bien parce que je l'ai pas trouvée tout de suite, alors qu'une fois qu'on la connaît ça semble évident. Si la musique c'est juste une histoire de contagion émotionnelle, liée aux émotions vocales, pourquoi on écoute de la musique triste ? Parce que plein de gens écoutent de la musique triste, et l'objectif c'est pas ah je vais bien, je vais écouter cette musique comme ça je serai triste. Au contraire, on écoute de la musique triste et on se sent bien, voire mieux qu'avant. Alors pourquoi ? Ces questions, notre théorie de l'émotion en musique permet pas d'y répondre. Ça veut pas forcément dire que la théorie est fausse. D'ailleurs, tous les éléments qu'on a vus jusque-là tendent à indiquer qu'elle explique déjà pas mal de choses. Ça veut dire que la théorie n'est pas suffisante. Et c'est là que vous pouvez voir que la métaphore de l'île, c'est la meilleure métaphore de l'histoire des métaphores. Cette idée de rapport entre émotion et voix humaine, c'est pas une destination, c'est un avant-poste. Un endroit où on peut s'arrêter un moment, faire le plein de connaissances, et surtout un endroit qui nous indique où aller ensuite. Parce que maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est plus un océan vide, c'est une carte, avec 2 nouvelles îles. Pour rappel, notre première question c'était qu'est-ce que la musique nous fait ressentir émotionnellement que des intonations de voix seules ne peuvent pas faire. Donc il n'y a pas 60 manières de procéder, on va juste trouver des trucs qui rendent la musique unique par rapport à des voix qui ont des émotions, et voir si parmi ces trucs, il y en a qui peuvent expliquer que la musique nous touche de manière particulière. La question de ce qui est unique dans la musique a trait à plein d'aspects différents. Mais pour l'instant, on a cette île juste devant, donc on va accoster et voir ce qu'on y trouve. Et comme la dernière fois, c'est une idée générale sur laquelle plein de scientifiques ont amené leur propre contribution.
Cette idée, c'est pas directement une réponse à la question, mais elle va pas mal nous aider. Pour comprendre ce qui rend la musique unique, une première piste est simplement de se demander pourquoi on a commencé à en faire. Et quand je dis on a commencé, je parle pas juste de vous ou de moi, je parle de pourquoi les humains ont commencé à en faire. En 97, le psychologue canadien Steven Pinker a terminé son livre How the Mind Works en expliquant que la musique c'était un peu un parfait exemple d'activité inutile du point de vue de l'évolution. Juste un truc qu'on faisait pour se faire plaisir, mais qui donnait pas d'avantage compétitif à des individus ou des groupes, une sorte de quête secondaire de la préhistoire, je sais pas. Je vais pas expliquer son raisonnement, pour la simple raison que plein de chercheurs en psychologie et en anthropologie ont passé la décennie suivante à expliquer à quel point c'était faux. Et l'élément le plus crucial de ces travaux, c'est l'idée sur laquelle on vient d'accoster. La musique, à l'origine, est profondément sociale. Plein de travaux en psychologie et en anthropologie ont été menés sur le sujet depuis les années 90. En réunissant des trouvailles de sites archéologiques avec ce qu'on sait des modes de vie de tribus de chasseurs-cueilleurs encore présentes aujourd'hui, des chercheurs sont parvenus à reconstruire une idée assez consensuelle dans leur milieu de ce à quoi pouvait servir la musique. Et même si évidemment on peut pas parler de certitude absolue et qu'il reste encore plein de choses à découvrir, beaucoup d'éléments indiquent que la musique a eu un rôle crucial de lien social. Elle se pratiquait probablement en groupe, et en créant des occasions de vie et de rituels collectifs, elle permettait de souder une communauté, lui donner une identité commune et facilitait même la résolution de conflits et la préservation d'une bonne entente. Un autre aspect social majeur de la musique était probablement la transmission de connaissances à travers des chants, des comptines ou des ballades. Et le mieux, c'est que si vous avez déjà vu un stade de foot ou appris l'alphabet, vous savez que ces deux éléments d'utilité sociale de la musique, la fédération et la transmission de savoir, sont encore complètement visibles aujourd'hui. Le fait que la musique a probablement eu une grande utilité sociale dans l'évolution, je vous en parle pas comme un moyen de dire que tout a de sens si on le prend du point de vue de l'évolution ou qu'il faudrait analyser nos pratiques actuelles sous cet angle. Parce que ça, j'en sais rien, c'est un sujet assez polémique en psychologie, et surtout je m'en fous un peu. J'en parle parce que ça nous donne quelques indices très utiles. Premier indice, les émotions que nous provoque la musique sont peut-être liées au lien social qu'elle arrive à créer. Ça malheureusement c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à étudier, parce que mettre des participants ensemble dans un labo et leur dire d'écouter de la musique en se regardant dans le blanc des yeux, c'est plus gênant qu'autre chose. En revanche, en creusant, on trouve quelques études sur l'impact du contexte social dans les émotions ressenties en musique. En 2011, la chercheuse Alexandra Lamont analyse le rapport d'une cinquantaine d'étudiants anglais à la musique et s'intéresse à l'apparition d'expériences musicales fortes. Des moments où l'écoute de la musique était accompagnée d'intensité émotionnelle, de fortes sensations physiques, voire d'un aspect spirituel. Et le verdict est très clair, ces expériences ont particulièrement de chance d'arriver dans des contextes de musique live au sein de grands groupes, notamment dans des concerts et des festivals. Toujours sur le thème des festivals, cet article de 2020, qui analyse le ressenti des participants, conclut que le contexte collectif et l'écoute de musique semblent servir de base pour l'émotion ou le sentiment d'appartenance. Un exemple un peu plus audacieux que j'aime bien, c'est cet article de 2016 où des chercheurs de Londres et d'Oxford se sont demandé si chanter en grand groupe augmentait le seuil de tolérance à la douleur, en gros si ça rendait la douleur plus supportable. Bon, ils se sont pas mis à tabasser leurs participants, ils ont juste gonflé des tensiomètres, et surtout ça faisait partie d'une étude plus large sur la perception de lien social et de sentiments positifs. La conclusion, c'était que, effectivement, chanter en groupe renforçait le sentiment de lien social, et que l'effet était particulièrement fort avec des grands groupes de gens qu'on ne connaissait pas. Et aussi que plus le groupe était grand, moins on sentait la douleur, faites ce que vous voulez de cette information. Donc pour ce qui est du premier élément, il y a effectivement des chances pour que l'émotion que la musique nous fait ressentir soit accentuée par le fait qu'on l'écoute ou la pratique directement avec un groupe. Le deuxième indice, on le trouve en allant plus loin que ça. Qu'est-ce que la musique a de si particulier qui fait que c'est si utile pour créer du lien social ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez chanter ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'une chanson se mémorise aussi bien ? La musique est prévisible. Ce qui est pratique pour créer du lien social en chantant avec des gens autour de vous, c'est que justement, contrairement à d'autres trucs genre parler, vous pouvez le faire tous en même temps et ça marche toujours. Et la raison pour laquelle vous pouvez faire ça, c'est que la musique, et particulièrement le rythme, vous permettent de vous synchroniser. Cette structure que donne la musique, en plus d'une capacité à allier des mots et des mélodies, c'est aussi ce qui fait que la musique est aussi facile à retenir. Encore une fois, très pratique pour faire des trucs en groupe, parce que vous apprenez des chansons par cœur, que vous pouvez chanter ensemble, et pour transmettre des connaissances, ce qui est, comme on l'a vu, donc une des autres fonctions sociales de la musique. Et là, on commence peut-être à toucher à l'essence de ce qui rend la musique différente de juste des voix avec des émotions, et ce qui fait qu'on aime autant en écouter.
En créant un cadre, qui peut être rythmique, harmonique ou les deux, et en naviguant à l'intérieur de ce cadre, la musique passe son temps à préparer nos attentes, puis à nous récompenser en les satisfaisant. Et notre cerveau adore ça. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. On se demandait ce que la musique avait de plus que la voix pour transmettre des émotions, et maintenant on sait deux choses. Déjà, c'est lié à son caractère social, et ensuite, pour avoir ce rôle social, la musique se distingue du langage ou des onomatopées expressives en étant prévisible. Donc si ça se trouve, une partie des émotions uniques à la musique passe justement par le fait qu'elle est prévisible. Maintenant, on a un très gros problème. C'est que dans notre océan, quand on parle de cerveau, de récompense et de plaisir dans un très court intervalle, l'ombre d'une île commence à se dessiner au loin. Une très grande île, particulièrement inquiétante, si inhospitalière que lorsque des marins non préparés tentent de l'accoster, ils finissent très souvent par dire de la merde. Cette île est notre prochaine étape. Préparez-vous, on va parler de dopamine. La dopamine est une molécule. Jusque-là, ça va. C'est aussi un neurotransmetteur. Ça veut dire que certains neurones relâchent de la dopamine dans le cerveau et que d'autres neurones ont des récepteurs pour s'en rendre compte. La molécule de dopamine en elle-même, elle n'a rien de particulier. Tous les neurones communiquent en relâchant et en recevant des neurotransmetteurs. Et il y a plein de ces neurotransmetteurs qui sont beaucoup plus courants dans le cerveau, genre le GABA ou le glutamate. Mais la raison pour laquelle personne les connaît, alors qu'on a tous déjà entendu parler de dopamine, c'est que cette dopamine est le moyen de communication privilégié d'un système très spécifique du cerveau. Un ensemble de structures qui interagissent de manière très complexe et que, comme à peu près tout le reste du cerveau, on commence tout juste à décrypter. Le système de récompense. La présence de la dopamine dans ce système fait qu'on l'appelle souvent l'hormone du plaisir, ce qui est une simplification un peu nulle. Il y a effectivement des liens entre la sécrétion de dopamine et le plaisir, mais résumer la dopamine à ces liens, c'est un peu passer à côté. Une simplification déjà moins nulle serait de parler d'hormones de motivation ou d'hormones de récompense. En gros, c'est un neurotransmetteur très actif dans des contextes où il faut apprendre un nouveau comportement ou le maintenir et donner une bonne raison au reste du cerveau de le promouvoir. Une sorte de facilitateur d'apprentissage motivé par une récompense. La manière dont le système de récompense fonctionne et comment toutes ces régions interagissent selon les circonstances, c'est quelque chose qui est encore très mystérieux aujourd'hui. En revanche, il y a quelque chose dont on est certain. La dopamine a une importance cruciale dans la prédiction. Après suffisamment de fois où vous constatez qu'une récompense, par exemple un gâteau, est toujours précédée d'un signal, genre une lumière verte, votre cerveau va émettre un pic de dopamine directement en voyant la lumière, par anticipation. L'explication traditionnelle de ce phénomène, c'est que la dopamine facilite l'apprentissage en émettant des pics lors des erreurs de prédiction de récompense, ou RPE dans la langue de Shakespeare. Dès qu'il se passe quelque chose que votre cerveau n'avait pas anticipé, on observe une importante fluctuation du niveau de dopamine. Un signe que votre cerveau est en train d'essayer d'apprendre un truc. Par exemple que lumière verte égale un gâteau arrive bientôt. Ou alors qu'il essaye de valider ce qu'il a déjà appris. Tout ça fait qu'après suffisamment de répétitions, le pic de dopamine va en partie se déplacer de la récompense elle-même, puisqu'à présent votre cerveau est capable de la prédire, au signal lui-même, qui est associé à la récompense mais qui lui arrive à un moment imprévu. Alors gardez à l'esprit que cette explication du fonctionnement de la dopamine, même si encore aujourd'hui elle semble raisonnable et qu'elle colle à beaucoup de nos observations, elle est largement considérée comme insuffisante. On sait que parmi les structures qui émettent de la dopamine, toutes ne réagissent pas aux mêmes éléments, ou n'apprennent pas de la même façon. Et les interactions entre régions sont incroyablement complexes. Encore une fois, il nous reste beaucoup à apprendre sur le système de récompense. Si vous deviez retenir un truc de ce genre d'expérience, c'est vraiment ce lien hyper étroit entre l'appréciation des récompenses, l'apprentissage et la prédiction, et le rôle primordial que la dopamine a dans ces interactions. Maintenant, la musique. Est-ce qu'il serait possible de détecter cette même dynamique d'attente et de récompense directement dans les quantités de dopamine quand on écoute un morceau ? Eh ben oui, c'est même exactement ce qui se passe. En 2011, des chercheurs de Montréal ont analysé les réponses en dopamine liées à l'écoute de la musique. Donc ils ont retrouvé des émotions de dopamine liées au moment culminant d'un morceau, probablement parce que le cerveau le considère comme une récompense, mais aussi des émissions juste avant ce point culminant, indiquant une forme d'attente, et qui venaient des mêmes régions qu'on associe typiquement à la prédiction et l'anticipation d'une récompense. Dans leur cas, ce pic est associé à une séquence de notes qui montait progressivement avant un moment plus intense de la chanson. Ce que ça veut dire, c'est qu'au fur et à mesure que notre culture musicale se construit, ou qu'on s'habitue à un morceau ou un type de morceau, notre cerveau devient capable d'anticiper ce qu'il perçoit comme une récompense.
Que ce soit par son rythme régulier, sa structure, les progressions d'accords qui amènent à une résolution, l'existence de pré-refrains calmes avant des refrains puissants dans beaucoup de genres de musique actuelle, les drops interminables en techno, la musique nous donne plein d'occasions d'anticiper, de prédire et d'être récompensé. Et il y a de grandes chances que ces jeux sur les prédictions et les attentes soient une partie intégrante de ce qui rend la musique si unique. Maintenant, très bien, on sait que la musique joue avec notre système de récompense et de prédiction. Mais il faut encore montrer que ce jeu est vraiment lié au plaisir qu'on ressent à écouter de la musique ou à la motivation qu'on pourrait avoir à en écouter plus. Et pour confirmer ce lien, on a justement cette étude de 2018, qui vient de... cette étude canado-américano-franco-hispano-néerlandaise a observé ce qui se passait si on facilitait ou bloquait l'émission de dopamine pendant l'écoute de morceaux de musique. Et effectivement, on a trouvé que les participants dont la dopamine était bloquée déclaraient qu'ils avaient trouvé la musique moins agréable et se disaient moins disposés à acheter les morceaux qu'ils avaient entendus, moins de plaisir et moins de motivation. Bon, on a déjà pas mal avancé. La musique provoque du plaisir, et c'est au moins en partie lié au fait que les attentes qu'elle provoque grâce au rythme et au motif mélodique jouent avec notre système de récompense. Mais c'était les émotions, le sujet de base, et le plaisir et les émotions c'est pas forcément la même chose. Donc pour prouver que le côté prévisible de la musique est vraiment un vecteur d'émotion, et pas, un jeu cérébral, faudrait que cette émission de dopamine soit aussi liée à l'intensité émotionnelle ressentie. Et c'est le cas. La première étude qu'on a citée mesurait pas juste la dopamine. Elle mesurait aussi, entre autres, l'intensité émotionnelle ressentie, les frissons des auditeurs et le rythme des battements du cœur. Et toutes ces mesures corrélaient avec la dynamique d'attente et de récompense dont on a parlé plus tôt. Pour citer les chercheurs, les émotions induites par la musique sont créées entre autres par des phénomènes temporels, tels que les attentes, le délai, la tension, la résolution, la prédiction, la surprise et l'anticipation. En revanche, je dois aussi souligner que cette histoire de prévisibilité et de système de récompense qui catalyserait les émotions en musique, ça marche jusqu'à un certain point. Et c'est assez intuitif en fait. La prévisibilité c'est positif pour notre ressenti dans une certaine mesure, celle où la musique suit des règles qu'on comprend et qu'on est à peu près capable d'anticiper. Mais à plus grande échelle, si un morceau de musique n'a aucune surprise et juste monotone, il va nous lasser très vite. Dans cette étude canado-anglo-danoise de 2019, des chercheurs ont pris plein d'extraits musicaux plus ou moins prévisibles ou attendus, selon des critères mélodiques et rythmiques. Ensuite, ils ont observé comment les participants notaient ces morceaux. Ils ont trouvé que si un morceau complètement imprévisible n'était pas précisément bien noté, ça augmentait progressivement au fur et à mesure que le morceau rentrait dans nos attentes. Puis, au-delà d'un certain degré de prévisibilité, l'appréciation du morceau recommence à chuter, parce que ça devient juste plus du tout intéressant. Et lorsque je parle de prévisibilité de la musique par rapport à juste une voix humaine qui déclame des émotions, on est dans cette partie de la courbe, mais ce serait trompeur de considérer que c'est la seule partie de la courbe qui existe. Ce qui est marrant, c'est que si on inverse cette courbe, on a un truc qui rappelle énormément la courbe de Wundt en psychologie. Cette courbe de base servait à décrire le fait que plus l'intensité d'une stimulation augmente, plus on la trouve agréable, jusqu'à un point où la sensation devient si forte qu'elle est de moins en moins fun jusqu'à devenir juste désagréable. Et en fait, cette courbe a été reprise dans plein de domaines, aussi divers que le jeu vidéo ou les préférences culinaires, où elle a notamment servi à caractériser notre appréciation de la nouveauté. Quelque chose de familier ou de simple n'est pas ressenti de manière très positive parce qu'on y est trop habitué. Un peu plus d'originalité la rend agréable, et puis quelque chose de trop complexe ou imprévisible devient juste très dur à apprécier. Donc voilà, ça changera strictement rien à l'effet lui-même ou à votre appréciation de la musique, mais maintenant vous savez comment ça s'appelle. Le sujet de l'émotion en musique et de comment elle est liée aux attentes qu'on a est très étudié, très complexe, et il y a encore plein de trucs trop intéressants dont j'ai pas parlé. Et ça c'est pour ceux dont je suis au courant. Mais ça commence à faire un moment qu'on est ici, et même si je vous encourage à aller regarder ces recherches par vous-même, il nous reste encore pas mal de choses à explorer. Maintenant, pendant qu'on se prépare à notre prochaine étape, je vais en profiter pour faire un petit aparté, une petite digression, un truc que j'ai sur le cœur et je pourrais pas partir d'ici sans en avoir parlé. Ça a à voir avec le genre de discours qu'on entend sur les hormones et les neurotransmetteurs. Une espèce de tendance, souvent de gens qui se sont un peu intéressés au sujet mais pas beaucoup, à prendre un phénomène hyper complexe, avec plein de facteurs et plein de ressentis subjectifs associés à ça, à juste nommer un neurotransmetteur impliqué là-dedans et à considérer que c'est bon maintenant, on sait ce que c'est, on peut fermer le dossier. Ça m'est arrivé en ligne ou dans des vraies conversations avec des vraies personnes d'entendre des trucs du genre « Ah mais c'est simple, les téléphones c'est addictif parce que ça crée la dopamine, le bonheur c'est juste une histoire de sérotonine » ou le pire de tous, le traumatisant « L'amour n'existe pas, de toute façon c'est que de l'ocytocine ». Déjà c'est imblairable, mais surtout c'est scientifiquement complètement faux. Premièrement, parce que les neurotransmetteurs c'est beaucoup plus compliqué que une molécule égale un ressenti. Je vais vous donner un exemple. Une des régions du cerveau responsables des émissions de dopamine, c'est la substantia nigra. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand cette région du cerveau dégénère avec l'âge ?
Instinctivement, vous pourriez vous dire que ça rendrait juste les gens moins motivés. Et non. Ce qui se passe, c'est la maladie de Parkinson. Parce que la dopamine, c'est pas juste l'hormone de la récompense, c'est aussi un des neurotransmetteurs utilisés dans la régulation des mouvements. La sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, c'est aussi une des hormones de la régulation de la température et de la digestion. Et d'ailleurs, le lien entre manque de sérotonine et dépression, il n'est pas du tout prouvé à l'heure actuelle. Ce que j'essaye de dire, c'est que le cerveau et le corps sont des organismes très complexes, hyper interdépendants, et que des molécules comme la dopamine ont un rôle différent et bien plus large et bien plus compliqué que juste « ah, le plaisir ». Et c'est dommage, parce que dire les téléphones c'est addictif parce qu'on prend du plaisir à être dessus, c'est scientifiquement vrai. Mais les téléphones sont addictifs parce que ça crée de la dopamine, c'est scientifiquement super douteux. Et c'est même pas le pire. Le pire, c'est que même si c'était vrai, même si la dopamine c'était juste une hormone liée au plaisir, bah cette explication, elle serait quand même éclatée. Parce que comme on l'a vu au début, la dopamine a rien de particulier. C'est juste le neurotransmetteur dont il se trouve que ces régions du cerveau l'utilisent. Comment ça se fait que ces régions du cerveau en retour créent nos sensations et notre expérience subjective du monde? On n'en sait toujours pas grand chose en fait. C'est des questions qu'on essaye encore de déchiffrer et on n'est pas très avancé. Tenez, imaginez que le cerveau c'est un immeuble. Je sais la métaphore est un petit peu nulle, vous allez comprendre. Il y a plein de gens dans cet immeuble et ils passent leur temps à s'envoyer des colis. Tout ce qu'on a c'est leur nom, où ils habitent les uns par rapport aux autres, et on sait qu'ils sont tous importants, parce que dès qu'un d'eux part, il y a un truc dans l'immeuble qui arrête de marcher. Parmi l'un d'eux, il y a un mec qui s'appelle Philippe. Comme il y a toujours plein de colis qui circulent dans l'immeuble, on a décidé que tous les colis qui étaient pour Philippe, on allait mettre une croix verte dessus, parce que c'est pratique. On a aussi remarqué que quand Philippe recevait beaucoup de colis, la façade de l'immeuble devenait particulièrement propre. On se doute que c'est parce que Philippe la nettoie, et que les colis sont un signe pour ça, mais on sait pas du tout comment il fait pour nettoyer l'immeuble. Si vous me demandez pourquoi vous êtes accro au téléphone, et que je vous dis c'est parce qu'il crée de la dopamine, ou pire si vous me demandez pourquoi vous aimez tellement quelqu'un et que je vous dis que c'est parce que vous générez plus d'ocytocine, c'est comme si vous me demandiez pourquoi l'immeuble était si beau, et que je vous répondais que c'est parce que la croix sur les colis de Philippe est verte. La croix verte, c'est pas une explication. C'est juste un moyen de distinguer les colis. L'immeuble est si joli parce que Philippe le nettoie, et on sait pas comment il le nettoie. Donc arrêtons 30 secondes d'être chiant pour rien, et juste, merci Philippe. Dire dopamine quand on veut dire motivation, sérotonine ou endorphine quand on veut dire bonheur, c'est pas juste moche et arrogant pour rien, c'est scientifiquement pas vrai. Et je dis pas ça pour dissuader qui que ce soit d'étudier la neuroscience ou les neurotransmetteurs. Avec la musique, c'est peut-être le sujet que je trouve le plus passionnant au monde. Et si tout le monde pouvait s'y intéresser et apprendre des trucs dessus, je serais incroyablement heureux. Apprendre des trucs directement sur le fonctionnement du cerveau, ça nous permet de mieux comprendre comment on agit, comment on pense, comment on ressent. Et c'est pour ça que j'ai autant parlé de dopamine, c'est parce que ça nous apprend plein de trucs. Mais ça veut pas dire qu'on a déjà tout compris, loin de là. Et surtout, ça veut pas dire que nos concepts abstraits ont plus de sens. Peut-être qu'un jour on aura tout compris au cerveau humain. On aura tout décrypté, fait le lien entre tous nos ressentis et chaque atome de matière qui nous constitue. Peut-être que les concepts abstraits qu'on utilisait jusque-là auront encore du sens, peut-être pas. Mais aujourd'hui on en est très loin. Donc je propose que jusque-là, si on veut parler de bonheur, on parle de bonheur, et si on veut parler d'amour, on parle d'amour. Merci Philippe. Et pour ceux qui se demandent si créer de la musique ça génère des endorphines et en faire en groupe ça génère de l'ocytocine, la réponse c'est oui et oui. Voilà, on peut dire au revoir aux neurotransmetteurs maintenant. Vous vous souvenez de la deuxième question ? Bon là, c'est peut-être pas très clair. Ça fait 20 minutes que j'explique pourquoi la musique fait du bien à la fois socialement et individuellement, pour plein de raisons qui ont rien à voir avec l'émotion précise qu'une chanson transmet, et bien plus avec l'utilité sociale ou le système de récompense. Donc on peut se dire, bah oui, la musique triste fait du bien, parce que c'est de la musique, et que tout ce qu'on a dit avant s'y applique toujours. Sauf que c'est plus compliqué que ça. La question c'était pas pourquoi la musique fait du bien même si elle est triste, c'est pourquoi la musique triste en particulier fait du bien. Pourquoi il y a des contextes dans lesquels plein de gens cherchent à écouter pas juste de la musique, mais des gens sont tristes précisément parce qu'elles sont tristes. Et ça, ni la facilitation sociale, ni la dopamine permettent de l'expliquer. On s'approche de notre prochaine île, donc il va falloir que je vous prévienne. La première construction qu'on va visiter, c'est pas de la psychologie, de la neuroscience ou même de l'anthropologie, c'est de la philo. Parce qu'en 97, ce mec du nom de Gerald Levinson, un philosophe et professeur à l'université du Maryland, a sorti 7 articles d'une 20aine de pages consacrés à ce sujet. Et déjà on va en parler parce qu'il dit plein de trucs intéressants, mais en plus ses travaux sont cités par des études ultérieures, pour le coup en psychologie, et donc certaines de ces notions vont nous servir pour la suite.
Après 11 pages passées à clarifier le problème et à expliquer que les autres philosophes qui en ont parlé sont presque tous inutiles, Levinson donne 6 raisons à notre attrait pour la musique triste. Il fait un truc qui me simplifie beaucoup la vie au montage, il leur donne des noms. Je vais pas rentrer dans les détails de chacune d'elles, juste les expliquer en une phrase pour que vous ayez une idée de quoi il parle. Et d'ailleurs, je vous donne l'ordre dans lequel il les explique, mais c'est qu'elle correspond pas à un classement de laquelle serait plus important, c'est juste plusieurs raisons pour lesquelles on écoute de la musique triste, qui peuvent interagir et être plus ou moins fortes. D'abord, la saveur du sentiment. L'idée qu'en tant qu'humain, on aime ressentir une grande variété de sentiments et que la tristesse, même négative, est un sentiment qu'on peut tout à fait apprécier en soi comme un bon vin dès qu'on a détaché d'événements particuliers ou d'implications dans la vie réelle, juste parce que c'est une émotion. Ensuite, l'expression appréhensive. Le simple fait de s'auto-rendre triste ou mélancolique nous permettrait de mieux comprendre ces sentiments, de mieux se laisser le temps de l'introspection, encore une fois, sans se confronter aux causes de ces sentiments dans la vie réelle. En troisième, l'assurance émotionnelle. L'idée qu'on écoute de la musique triste justement pour se rassurer sur le fait qu'on est capable de ressentir ses émotions, comme une sorte de tour de piste d'entraînement, un moyen de se prouver sa propre sensibilité. Un peu comme dans Hurt Johnny Cash pour ceux qui aiment bien cette chanson. Puis la résolution émotionnelle. Celui-là il est un peu provocateur et c'est mon préféré. En gros, on tirait pas tant de notre plaisir de la tristesse dans la musique, mais du fait qu'on la contrôle. Les émotions négatives, en temps normal, on a surtout tendance à les subir. Et choisir de provoquer ou d'accompagner ces émotions avec de la musique, ce serait une manière pour nous de reprendre le contrôle. De dire « d'accord, je suis triste, mais c'est parce que je l'ai décidé ». Et ce serait ce sentiment de contrôle, en lui-même, qui serait agréable. D'autant plus quand la musique se termine sur une note positive, qu'on associe à notre propre parcours, et qui nous donne le sentiment qu'on a nous-mêmes mis un terme à cette émotion négative. En cinquième, la puissance expressive. Écouter des beaux morceaux tristes donnerait un aspect un petit peu dramatique, riche, complexe et même un peu grandiose à nos propres émotions négatives, et on trouverait ça cool. Enfin, la communion émotionnelle. Celle-là, c'est peut-être la plus consensuelle, c'est l'idée qu'on s'identifie à la personne qui a composé ou qui interprète la musique, et que ça nous donne le sentiment de partager ses émotions négatives avec quelqu'un, voire de se sentir compris. Maintenant, on a nos hypothèses, notre base de départ. Il est temps d'aller tester tout ça et de voir si ça tient la route en psychologie. Pour ça, on a une étude berlinoise de 2014 qui va beaucoup nous aider. Les chercheurs ont fait passer des questionnaires à presque 800 participants pour analyser leur rapport à la musique en général et particulièrement à la musique triste. Après quelques questions assez larges sur leur consommation de musique ou leur personnalité, ils leur ont donné une liste de raisons d'écouter de la musique triste, en leur demandant à quel point ils s'identifiaient à ces raisons sur une échelle de 1 à 7. Parmi elles, on retrouvait certains items qui étaient pas mal revenus au cours d'études antérieures sur le sujet, et du coup les raisons de Levinson. Sauf ma préférée qu'ils ont écarté de leur analyse et j'en suis très triste. On leur a aussi demandé de donner leurs propres raisons, s'ils les trouvaient pas dans la liste. Puis les chercheurs ont demandé dans quel contexte ils écoutaient de la musique triste, pareil en se reposant sur des études antérieures et en laissant les participants donner leurs propres idées. Enfin, ils leur ont demandé quelles émotions précises la musique les faisait ressentir. Ensuite, ils ont analysé tout ça. Première conclusion, l'écoute de la musique triste est contextuelle. Déjà, en règle générale, le fait d'être déjà triste a tendance à favoriser l'écoute de ce genre de chansons. En revanche, l'étude mentionne aussi qu'une minorité de participants, au contraire, a tendance à vouloir éviter la musique triste lorsque ça ne va pas et la réserver à des moments où ils se sentent émotionnellement stables. Une fois qu'on s'intéresse au nombre précis de mentions de différents contextes, on a ça. Une prédominance des situations de détresse émotionnelle, mais aussi d'autres facteurs comme la détente, l'introspection, ou même en rapport avec le climat ou les saisons. Et celui-là, on en parlera plus tard. Pour ce qui est des émotions précises, presque la moitié des participants disent effectivement ressentir de la tristesse en écoutant de la musique triste. En revanche, c'est pas le sentiment le plus cité. La tendresse ou l'apaisement viennent au-dessus. Et surtout, une émotion est citée nettement plus souvent que toutes les autres. Peut-être que vous l'avez déjà deviné, mais avant d'en parler, on doit encore analyser ce pourquoi on est venu, les raisons de Levinson. Comme les chercheurs avaient proposé pas mal de raisons possibles aux participants, une fois qu'ils ont reçu les résultats, ils ont fait ce qu'on appelle une analyse en composantes principales. Je vais pas encore expliquer ce que c'est, ce sera pour plus tard, pour l'instant retenez juste que c'est un moyen d'identifier un petit nombre de grandes tendances dans des résultats qui ont plein d'éléments différents à analyser. Dans ce cas, ils ont analysé les réponses à ces 10 raisons possibles et ont identifié 4 grands thèmes. Déjà, l'empathie, qui est complètement liée au sentiment de se sentir compris ou de partager une émotion qu'on avait vu chez Levinson. Ensuite, l'imagination. Le fait qu'écouter de la musique triste nous permet de projeter notre imagination sur nos propres émotions négatives. Là, ce serait plutôt le facteur de puissance expressive. Pareil, vu chez Levinson. Ensuite, la récompense de régulation émotionnelle. Le plaisir qu'on éprouve à utiliser de la musique pour réguler notre propre état émotionnel. Que ce soit pour se sentir mieux ou au contraire pour se détacher de nos émotions en les accentuant et en les exprimant un bon coup.
quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres formes d'art et que les philosophes appellent souvent la catharsis. Enfin, le dernier facteur regroupe les 3 premières idées de Levinson. C'est l'absence d'implication réelle. Le fait de pouvoir profiter des émotions induites par la musique et de les comprendre sans être exposé aux événements qui les causent en temps normal chez nous. Maintenant qu'on a ces 4 grands facteurs, il reste à savoir si les participants s'identifient à eux et dans quelle proportion. Voilà à quoi ressemblent les résultats. C'est le score moyen accordé à chaque dimension sur une échelle de 1 à 7. Pour rappel, 4 c'est le score neutre, ce qui signifie que vous êtes ni en accord ni en désaccord avec cette idée. Déjà, les 4 dimensions sont au-dessus de 4, ce qui est au moins un bon signe, ça veut dire qu'aucune d'entre elles n'a été jugée fausse ou absurde par une grande partie des participants. En revanche, pour tirer des conclusions plus précises, on va devoir analyser les données directement. Ce qui est cool, c'est que les chercheurs ont mis leurs données à disposition du public, donc je peux directement aller regarder leur tableau Excel et faire mes propres études. Le problème, c'est que maintenant il faut le faire. Je suis en vacances actuellement. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, le premier facteur et le plus signifiant, c'est l'absence d'implication réelle. Les gens ont un score moyen d'à peu près 5, ce qui veut dire qu'ils sont en moyenne un peu d'accord avec les items liés à ce facteur. Les 3 questions qui ont une forte corrélation avec ce facteur, c'est les 3 premiers items de Levinson. Et en y regardant de plus près, on observe que certains facteurs sont plus consensuels que d'autres, notamment celui de la compréhension interne. Je tiens quand même à dire que 64% des participants écoutent de la musique pour se rassurer sur leur capacité à ressentir des émotions profondes, donc les fans de Johnny Cash, vous êtes pas tout seuls. Ensuite, pour la régulation émotionnelle, il semble qu'on écoute de la musique triste plus pour accentuer et extérioriser nos émotions que pour les compenser. Le facteur lié à l'imagination était un peu moins partagé par les participants, notamment parce que l'idée qu'on éprouvait la même spontanéité en écoutant de la musique qu'en ressentant les émotions était pas très approuvée. Enfin, le facteur le moins représenté était la composante empathique, ce qui m'a pas mal surpris. Et il semblerait aussi que l'empathie soit un peu moins liée à la personne qui a composé la musique qu'à la musique elle-même. Le dernier truc que je voulais savoir, c'est s'il était courant que les participants se reconnaissent dans certains facteurs et pas du tout dans d'autres. Et globalement, oui, lorsqu'on regarde l'écart entre le facteur le plus approuvé et le moins approuvé, les participants ont en moyenne un écart de 3 ou 4 points, ce qui est une grande différence. Et comme aucun des critères est juste détesté par tout le monde, ça confirme globalement qu'on n'écoute pas tous de la musique triste pour les mêmes raisons. Maintenant, il est temps d'expliquer cette histoire de contexte ou d'émotions cachées. Le troisième contexte le plus courant d'écoute de la musique triste, les chercheurs l'ont juste appelé mémoire. Et la première émotion, la plus évoquée par les chansons tristes, chez les 3/4 des participants, c'est la nostalgie. Pendant notre voyage pour une nouvelle étape de ce chemin, je vais rapidement vous parler d'un dernier aspect de l'étude. Pour vérifier que les participants avaient à peu près la même idée qu'eux de ce qu'était une musique triste, les chercheurs leur ont demandé de donner un ou plusieurs exemples de leur musique triste préférée. Et déjà oui, ça correspondait complètement aux idées que les chercheurs se faisaient. Mais surtout, ils ont aussi rendu cette liste accessible. La chanson la plus citée était sans surprise la sonate au clair de lune de Beethoven. Mais en 4ème position, la première chanson qui n'était pas de la musique classique, c'était Hurt. Les fans de Johnny Cash, vous êtes vraiment pas tout seuls. L'idée qu'on se faisait de la nostalgie en psychologie a pas mal évolué. Déjà, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est un sentiment qu'on associait au mal du pays, sans faire la distinction entre les deux. D'ailleurs, vu que c'est un sentiment qui était très observé et particulièrement fort chez les mercenaires suisses au service des rois d'Europe, on a pensé pendant 3 siècles que la nostalgie c'était une maladie exclusivement suisse. Au cours du 19e, on a commencé à admettre que c'était un peu plus large que ça, mais la nostalgie était encore considérée comme un trouble psychiatrique et toujours associé au mal du pays. Au cours de la guerre civile américaine, on interdisait aux fanfares militaires de jouer des chansons nostalgiques car elles étaient accusées de saper le moral des troupes en leur transmettant la maladie mentale de la nostalgie. En fait, c'est qu'à partir des années 70-80 qu'on a commencé à vraiment faire la différence entre mal du pays et nostalgie d'un point de vue psychologique. Et la plupart des recherches fondatrices dans le domaine ont été menées encore plus tard, dans les années 2000. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de 2 choses. Déjà, la nostalgie c'est pas une maladie exceptionnelle confinée à des groupes marginaux, elle est extrêmement répandue. En 2006, on estimait que le pourcentage d'étudiants qui ressentaient de la nostalgie au moins une fois par semaine était de 79%, et seulement 4% moins d'une fois par mois. Ensuite, la nostalgie est une émotion plutôt positive. Pour être plus précis, même si la nostalgie est décrite comme une émotion mixte avec des éléments à la fois positifs et négatifs, la balance penche clairement du côté des premiers. La vue la plus partagée,
c'est que la nostalgie a tendance à arriver dans des moments de tristesse ou de solitude et qu'elle contrebalance ces émotions en amenant un sentiment de connexion sociale, d'estime de soi et de continuité avec soi-même. Un sentiment que malgré ce qui ne va pas aujourd'hui, notre vie globale a un sens et une cohérence. Donc même si les émotions qui la provoquent sont généralement tristes, l'impact de la nostalgie elle-même est décrit comme bien plus positif que négatif. Une manière pour nous de combattre ces émotions qui nous aident vraiment à sentir mieux. Cette tendance se vérifie complètement dans l'écoute de la musique. En 2022, l'équipe de chercheurs de Southampton, qui avait déjà pas mal taffé sur la nostalgie en général, sort cet article, qui récapitule les effets de la recherche sur les effets de la nostalgie évoqués par la musique. On retrouve exactement ces 3 grands axes. La musique nostalgique renforce les sentiments de connexion sociale chez les gens qui en écoutent, que ce soit parce qu'ils se remémorent des événements particuliers, des gens en particulier, ou juste par un effet plus général de cette émotion. On a ensuite un deuxième effet très perceptible sur notre perception de soi. La musique nostalgique fait se sentir les gens plus jeunes, augmente leur estime d'eux. Plus que ça va sembler contre-intuitif pour une émotion aussi tournée vers le passé, mais on retrouve aussi un impact positif sur l'optimisme et l'inspiration. Enfin, la musique nostalgique crée bien un sentiment de continuité de soi. On se sent plus connecté avec la version de nous-mêmes qui a vécu des événements passés, ce qui nous donne un sens interne de cohérence et nous rassure sur le fait que notre vie a un sens. Et oui, c'est aussi fort que ça. En revanche, je me dois quand même de rajouter un petit bémol, une petite limite de vitesse. Lorsqu'on parle d'effets positifs de la nostalgie, on parle ici beaucoup de court terme et d'effets immédiats, et chez des individus globalement en bonne santé mentale. La recherche, à la fois en psychologie et en neurosciences, suggère déjà que plus on est nostalgique souvent, moins les effets se font ressentir, et surtout que si elle est très fréquente et associée à des tendances anxieuses et dépressives, la nostalgie peut juste contribuer à empirer la situation. Donc voilà, la nostalgie c'est un peu comme le sirop contre la toux, c'est très bien, très utile et ça aide plein de gens. Mais si on prend 25 fois la dose recommandée et qu'on mélange avec de l'alcool, je sais pas où je vais avec cette comparaison. Maintenant qu'on connaît les effets de la nostalgie en musique, il reste à comprendre ses causes. Et pour ça, une étude assez fondatrice a été menée en 2010, l'étude de Barrett. Bon, en vrai ils sont 6 dedans, et on retrouve certains des chercheurs de notre équipe précédente. Cette étude a essayé de synthétiser l'ensemble de facteurs qui favorisent l'évocation de la nostalgie par la musique, et elle est arrivée à ça. Il y a beaucoup de lignes, donc on va essayer de résumer ça simplement. Déjà, on peut diviser les causes en 2 facteurs. Le contexte, en gros quelle chanson on écoute et quel genre d'émotion elle nous évoque. Ensuite, les facteurs personnels. Parce qu'on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même sensibilité à la nostalgie. Donc les chercheurs ajoutent ces 2 indicateurs, notre personnalité en général, et une échelle plus précise pour mesurer notre propension individuelle à la nostalgie, qui peuvent être liées entre eux. Et enfin, un dernier aspect de ces facteurs dit personnel, c'est notre humeur, est-ce qu'on est globalement joyeux ou triste en ce moment. Tous ces éléments se combinent et conduisent à des sentiments nostalgiques. On va pas parler de personnalité en détail parce qu'on a toute une partie de la vidéo consacrée à ça. En revanche, retenez juste que la personnalité a effectivement un impact assez fort sur notre expérience de la nostalgie par la musique, et que cet impact se traduit même par des différences au niveau de notre activité cérébrale au cours de cette expérience. Pour ce qui est de l'humeur, pas de surprise, on est plus facilement nostalgique en musique quand on se sent un peu moins bien. Enfin, le contexte. Encore une fois, les résultats sont assez attendus. Ce qui ressort le plus et de loin, c'est que la nostalgie est liée à la salience autobiographique. À quel point on associe une chanson à un moment ou une époque précise de notre vie. En fait, l'étude va même plus loin. Il semble qu'il n'y ait pas de point commun entre les chansons qui créent de la nostalgie. La nostalgie éprouvée serait seulement le résultat de l'association entre la musique et nos souvenirs. Plus récemment, on a même commencé à parler en musique d'Ersatznostalgia. Une nostalgie qui ne se base plus sur nos souvenirs, mais sur un passé antérieur à notre existence même. Une nostalgie d'un temps où nous n'étions pas nés, construit sur des représentations. Un phénomène particulièrement à la mode depuis quelques décennies, avec la popularité chez les gens nés dans les années 2000 de la synthwave ou des gens qui réinterprètent les sonorités des années 80 et 90. Ici, la musique tire sa puissance émotionnelle de l'imaginaire qu'elle convoque. Cette idée va nous amener vers la dernière étape de notre voyage. Si la musique est capable d'avoir un effet aussi fort, c'est qu'elle n'est pas un ensemble de sons isolés. Elle a un immense pouvoir d'association. Toute une partie de l'émotion provoquée par la musique vient du fait qu'on l'associe à des éléments extérieurs. On l'associe à des périodes, à des moments précis, à des gens en particulier, et le fait d'évoquer ces éléments qui ont déjà une grande signification émotionnelle sur nous en décuple l'effet.
On sait aussi maintenant que la musique peut créer des émotions en évoquant des époques, et on peut même étendre ce constat puisque la musique peut créer un sentiment d'appartenance à des groupes sociaux. Ici encore, c'est une histoire d'association. Maintenant, montrer que des chansons ou des genres musicaux peuvent tirer leur puissance émotionnelle de leur association à des événements, des époques, des gens ou des groupes, c'est bien, mais on peut aller un niveau plus loin. Une chanson, c'est pas un bloc. C'est un ensemble de mélodies, de schémas rythmiques, de timbres, de différents instruments, d'une voix et d'effets sonores appliqués à l'ensemble. Donc est-ce qu'on pourrait pas chercher nos associations directement dans ces éléments spécifiques ? Voir si certains instruments ou certains éléments mélodiques suffisent à eux seuls à créer un imaginaire ou à évoquer des émotions juste parce qu'on les associe à autre chose. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a un type de musique pour lequel provoquer des émotions en jouant sur des associations, c'est une spécialité. Un type de musique qui tire justement sa force de sa capacité à raconter des histoires, à évoquer des lieux et des époques, à caractériser une situation ou même des personnes. La musique de film. On va parler d'une petite trilogie que j'aime bien, vous avez pas idée d'à quel point ça me fait plaisir. En 2019 en Pologne, 2 chercheurs en psychologie ont sorti une étude sur la teneur émotionnelle et les associations musicales dans certains morceaux de la meilleure saga de tous les temps. Déjà ça les place très haut sur ma tier liste de gens avec qui j'entretiens une relation parasociale, mais surtout c'est super intéressant, parce qu'ils reviennent en détail sur le genre d'associations et d'émotions créés par différents outils musicaux. Ils utilisent comme point de départ le travail de Doug Adams. Pendant son travail en tant que compositeur de la meilleure bande-son de l'histoire de l'humanité, Howard Shore savait qu'il composait quelque chose de grand. Donc il a appelé un étudiant en musique du nom de Doug Adams justement pour documenter le processus de création de cette BO. C'est exactement ce qu'Adams a fait, et après 10 ans d'écriture, il a sorti un livre, La musique du Seigneur des Anneaux, qui raconte pas exactement ce que dit son titre. Les chercheurs ont donc réuni pas mal d'infos venant du livre pour aboutir à ça, une liste de 7 grands thèmes associés à un ou plusieurs morceaux de la BO. Et pour chaque thème, ils ont rajouté le genre d'éléments utilisés pour ce thème et le genre de représentation auquel il était associé. Par exemple, pour les musiques liées aux elfes, l'utilisation d'instruments persans et indiens, la flûte naï et le sarangi, et d'un chœur dissonant, permettent de créer chez les spectateurs, principalement occidentaux, l'effet d'une musique hors du monde et de la réalité, tandis que des effets d'écho aident à la représentation d'une gloire passée. Chez les hommes, des cuivres étaient utilisés pour donner un côté glorieux et martial. Pour les thèmes associés aux orques, le choix délibéré de percussions métalliques et de mélodies graves et rythmées permettait d'évoquer la menace d'une guerre qui approche. A l'inverse, les thèmes musicaux liés à la nature étaient souvent caractérisés par des mélodies ascendantes et de mouvements orchestraux très clairs pour évoquer l'espoir et la pureté. Ensuite, les chercheurs ont fait écouter ces différents thèmes musicaux au hasard à des participants qui en moyenne se déclaraient très peu familiers avec la bande-son. Les participants devaient ensuite sélectionner les émotions qu'ils trouvaient le mieux représentées par ces musiques, et le genre d'association qui leur venait en tête. L'objectif, c'était de voir si les réponses correspondaient bien à ce dont parlait Doug Adams dans son livre. En termes d'émotions, on retrouve en effet des émotions assez différentes selon les thèmes. Les musiques liées aux elfes étaient jugées très hautes en apaisement et très basses en sensation de pouvoir, à l'inverse des musiques liées au mal en général. Les musiques perçues comme les plus joyeuses étaient sans surprise celles liées au Hobbit, tandis que les musiques de la communauté étaient les plus propices à l'émerveillement. Enfin, les thèmes des elfes et des hommes étaient ceux qui étaient le plus fortement associés à de la nostalgie, ce qui est particulièrement cohérent, puisqu'à l'époque du Seigneur des Anneaux, ce sont tous les deux des peuples en déclin, attachés à un passé glorieux. En revanche, il y a aussi eu quelques résultats inattendus, comme les thèmes liés au mal, qui provoquaient aussi de l'émerveillement, ou même le thème de l'anneau qui provoquait moins de tension que les musiques des elfes par exemple, alors qu'on pourrait s'attendre à l'inverse. Quelques thèmes musicaux arrivent à évoquer des associations encore plus précises. Les thèmes des Hobbits sont bien sûr associés par les participants aux émotions positives et au voyage, mais aussi à la nature et aux prairies, tandis que les musiques des hommes rappellent un château à 3 participants. Compréhensible. Tout ça, ça montre bien qu'il suffit d'éléments musicaux précis, très bien placés et très bien utilisés pour évoquer des représentations hyper précises. L'étape suivante, c'est de retracer l'origine de ces représentations. Parfois, on peut les recentrer à une période. Par exemple, l'association entre le thérémine, cet instrument, et la science-fiction remonte à un ensemble de films sortis dans les années 50. Parfois, on peut retracer ces motifs à un compositeur précis. Pour la musique de James Bond et Dr No, sortie en 1962, John Barry fait des essais musicaux. Et quand il tombe sur un mélange de jazz bebop et de guitare électrique saturée emprunté au rock, il se dit juste « Ah ça marche bien, c'est bon !» Le résultat, c'est que des décennies plus tard, ces codes sont pas juste de James Bond, mais sont devenus des codes du film d'espionnage en général, de Mission Impossible aux Indestructibles, et ils permettent de convoquer tout un imaginaire. Et ces codes, qui concernent des instruments, des accords, des genres musicaux, ou même des effets sonores, aident aussi à provoquer des émotions plus facilement. Les cloches d'église, qui évoquent un sentiment de fatalité un peu solennel, d'ACDC à PNL en passant par Woodkid.
Les motifs empruntés au chant polyphonique bulgare qui évoque la guerre, l'urgence, un imaginaire tribal, de la BO de Star Wars à SCH en passant par Woodkid. On parlait de James Bond. Pour évoquer son mélange de classe, de mystère et d'attrait pour le danger, on n'a même pas besoin de morceaux entiers, juste d'un seul accord. Ces associations se renforcent les unes les autres, interagissent, contribuent à la culture populaire, tout en donnant toujours de nouveaux outils aux compositeurs. Les reconnaître, et reconnaître le genre de sentiments ou d'imaginaire qu'elles évoquent, c'est ajouter un nouvel élément à notre compréhension des émotions en musique. Et surtout, c'est la dernière pièce de notre puzzle. La musique ne nous touche pas seulement par ses propriétés sonores, qu'il s'agisse d'intonation émotionnelle ou de système de récompense. Elle nous touche aussi parce que pour beaucoup d'entre nous, elle s'inscrit dans un contexte. Elle évoque des instants, des personnes, des groupes, voire même des époques ou des imaginaires entiers. Elle nous touche parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est plus que de la musique. Bon, on a fait pas mal de chemin sur la manière dont la musique évoquait des émotions. On n'a pas exploré toutes les pistes existantes, loin de là, mais on a une bonne idée des mécanismes impliqués dans cette histoire. La musique emprunte des chemins de perception liés aux intonations vocales, les catalyse et crée de nouvelles émotions en jouant avec notre système de récompense et nos dynamiques sociales. Et enfin, elle gagne un très fort pouvoir évocateur en se reposant sur les associations plus ou moins conscientes qu'on lui donne avec des moments, des gens, des époques ou des imaginaires entiers. En revanche, s'intéresser à la musique triste, à la nostalgie ou à ce qu'on associe à des motifs musicaux, ça a ouvert une porte vers un tout nouveau thème qui commence à être un petit peu difficile à ignorer. Celui des différences individuelles. Comme on l'a vu, beaucoup d'aspects de notre rapport à la musique sont liés à nos façons individuelles de penser ou de ressentir, qui seront très différentes d'une personne à l'autre. Et en fait, ces différences ont un nom, c'est la personnalité. Et notre histoire de carte maritime va malheureusement devoir s'arrêter là, parce que l'étude de la personnalité en psychologie, c'est pas une île, c'est un continent. Ce nouveau sujet, on ne va pas l'aborder sous l'angle des émotions en musique. Déjà parce qu'on en a beaucoup parlé, ensuite parce que les différences individuelles dans les manières de ressentir les émotions, ça commence à devenir de plus en plus dur à mesurer tellement c'est subjectif, mais surtout parce que c'est une opportunité parfaite pour moi d'évoquer un tout nouvel aspect crucial de notre expérience musicale, les goûts. Prenez votre quiz des maisons d'Harry Potter et votre playlist préférée, on va essayer de deviner qui vous êtes.